mange pas, ça se déguste, messieurs, dames. Est-ce qu'il est bon? Allez, tenez, jeune homme. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce fromage? Le fromage de vache, un lait cru fermier, tendre et doux comme moi un peu. Un régal. Merci beaucoup. Tout ça, c'est fait avec la laine de mes chèvres. Et notamment, on fait des chaussettes qui sont très bien pour le froid ou pour la marche. Qu'est-ce que c'est doux, hein? Oui. C'est incroyable. On va se lever dedans. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir dans le petit village d'Arrault, au cœur des Hautes-Pyrénées. C'est le point de départ d'un voyage très spécial qu'on va vivre ensemble aujourd'hui, parce que pour ces nouvelles échappées belles, je vais vous emmener réaliser une déambulation, un road trip en Occitanie, des Pyrénées jusqu'aux magnifiques collines du Gers, en passant par les très beaux paysages du Tarn et de la Haute-Garonne. Et pour faire cela, on va aller ensemble de ferme en ferme, à la rencontre de maraîchers, d'éleveurs, de paysans passionnés, parce que je crois que personne ne raconte aussi bien l'âme d'un territoire que ceux qui travaillent la terre. Alors on le sait, la vie de paysan est assez paradoxale, c'est à la fois la promesse d'une existence au grand air et en même temps il y a de très nombreux obstacles à surmonter. Et ce que j'ai envie de comprendre avec tous ceux qui m'attendent sur mon chemin, c'est ce qu'ils trouvent de si exceptionnel dans cette vie, mais aussi comment ils font justement pour surmonter ces difficultés. Il y a une ambiance super sur ce marché. Ouais, Vraiment, c'est vrai que donc tu partages ta vie entre l'élevage de chèvres angora, les grands paysages des Pyrénées et ton petit stand, quoi. Et mon petit stand sur les marchés. Il y a des côtés qui peuvent être un peu solitaires aussi dans le métier d'éleveur d'animaux. Ouais. Et là, on prend notre dose de monde, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'après, on est content de repartir dans la montagne tranquille. Et du coup, demain, je te propose d'aller voir Clémence, qui est vachère, sur l'estive d'Olon. À chaque fois que je vais la voir, moi, je lui ramène des bons produits. Et tu veux rester sur ton stand et que moi j'aille acheter quelques produits sur le marché? Ouais, vas-y. Ça marche. Ouais. Et t'appelles ça un gâteau à la broche alors? C'est un gâteau qui tourne sur une broche devant un feu de bois. Bonjour, bonjour. Bonjour. Le top du top, c'est ça. Le jambon noir de Bigorre. L'excellent jambon, vous allez voir. Laissez-le fondre dans la bouche. C'est moi qui suis en train de fondre là. Fabuleux, hein? Il y a un goût un peu racé, un peu comme le gibier. Vous voyez ce que je veux dire? Il nous faut 1 an pour élever un cochon. Il nous faut 24 mois pour faire un jambon. Il nous fait 3 ans pour arriver à ça. Et voilà. Alors parez pour l'aventure les amis, c'est parti! Ismaël Khalifa fait campagne. C'est chaud, elle se colle contre moi. Le voyage est dans le pré. On est ici avec une vache de race mirandaise. Et ce regard perçant avec ce contour des yeux noirs, c'est un peu l'eyeliner chez les filles, tu vois, qui grandit l'œil. T'as vu les papillons? Mais oui, j'ai l'impression que tu reconstitues la nature d'une certaine manière. Des choix de vie, C'est un métier qui me permet de concilier l'amour des animaux et aussi le bonheur de vivre dans la montagne toute l'année et d'avoir ce cadre de vie qui est vraiment génial. Redémarrer un tracteur comme ça, c'est le bruit, c'est l'odeur, c'est la fumée, c'est le cambouis, c'est que du plaisir, ça me donne la chair de poule même. et des agriculteurs qui gardent les pieds sur terre. Quand on est agriculteur, c'est tous les jours. Quand on est éleveur, c'est tous les jours. Voilà. Donc on a foncé, tête baissée, sans trop réfléchir peut-être. Mais on est content, on est fiers maintenant. En imaginant le futur de notre planète. La robotisation remplace normalement des gestes répétitifs, pénibles, pour permettre de continuer d'apprécier ce travail. Donc le drone va survoler la culture sans l'impacter et sans tasser le sol. Un temps pour la contemplation. C'est moi qui suis en train de fondre là. Et un temps pour l'action. Mais toujours pour la bonne cause. Un cabaret dans une ferme, c'est unique ça, non? J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est unique en France, c'est unique en Europe et c'est vraiment pour défendre une cause qui est très importante, c'est-à-dire la sauvegarde des petites exploitations en France. Quoi. Une échappée de ferme en ferme. Alors là, je veux bien un coup de main, Ismaël. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une chèvre qui est passée de l'autre côté. Ah, bah alors? Et du coup, elle est un peu lourde. Pardon, les filles. Je viens de l'aide. Hop. Dis donc, c'est lourd ces petites Et oui, bêtes. c'est lourd. Hop. Et voilà. Hop là. Allez, mes mères.
Voilà. Ouais. Tu recommences pas. Hein. J'adore, elles ont un look magnifique, tes petites chèvres. Salut toi. Coupoulette. Et pourquoi tu as choisi de l'angora? Alors c'est un animal qui est super mignon, super attachant. C'est vrai. J'aime bien l'esprit de la chèvre angora qui est quand même assez coquine, espiègle. Et toi, tu as toujours été dans le monde agricole ou pas? Et non, pas du tout. Moi j'ai grandi en ville et j'étais très tôt très attirée par la montagne, surtout l'été. Du coup, voilà, ça c'est un métier qui me permet de concilier l'amour des animaux, le plaisir de travailler avec les bêtes et aussi le bonheur de vivre dans la montagne toute l'année et d'avoir ce cadre de vie qui est vraiment génial, quoi, extraordinaire. Ouais. Ouais, donc tu es une néo-rurale, comme on dit. Ouais, c'est ça. Je crois que les chèvres, elles ont trouvé un bon coin là, Ouais, pour elles sont manger. toutes à l'ombre, ouais. Ça va pas être simple de les déloger, je crois. Non, ouais, je vais un peu galérer. Bibi! Viens là, Bibi, viens! Elles t'ont répondu direct. Bibi! Viens là, Bibi, viens! Jinko, passe! Allez les filles! Un bel endroit pour vivre. Hein. Pour toi qui venais de l'extérieur, c'était compliqué ou plutôt simple de faire ta place ici? Eh ben, je dirais plutôt simple. On a été bien accueillis. Et puis en plus, du coup, maintenant, on a une petite famille. Donc, des enfants dans un village, c'est toujours bienvenu, quoi. Et puis des emplois locaux, non délocalisables. Et oui. C'est sympa oui, aussi. C'est sûr que délocaliser tes chèvres... Ça va être compliqué. C'est clair. Pour te montrer à quel point les gens ils nous font confiance, c'est que maintenant, ça fait 8 ans qu'on habite là. Et moi, je fais partie du conseil municipal depuis 2 ans. D'accord. Ouais. Donc, t'es plus une Parisienne, non. tu es une femme d'Olon maintenant. C'est ça, je suis une Olonnaise. Et voilà la maison. Je ferme la porte? Ouais. C'est les petits qui sont nés cette année, ça. Ils sont déjà grands, ils ont déjà 4 mois, ceux-là. Alors là, tu vois, tu vas pouvoir donner une boîte de granulés par Ogette, ici. Attention les amis, à table. Waouh, ils sont trop mignons. Quand tu vois cet élevage et ce que tu imaginais quand tu as commencé tes études agricoles, t'as l'impression que tu as atteint un peu l'objectif que tu avais en tête? Moi, c'est un peu un rêve qui se réalise. Quand j'étais petite et que je devais me battre avec mes parents juste pour avoir un cochon d'Inde et que maintenant je me retrouve avec 100 chèvres et un âne et 2 chiens et je me dis que voilà, j'ai ma revanche un peu. C'est chouette. Il y a un côté rêve, mais c'est pas si évident, évidemment, d'être éleveur, d'autant plus aujourd'hui, non? En fait, tu vas faire un travail qui est sédentaire. Tu vas rester sur ta ferme tout le temps. Tu vas bosser tous les week-ends. Tu vas pas avoir beaucoup de vacances. Tout ça, il y a du chemin à faire avant d'arriver à se dire qu'on a vraiment envie de ça. Ensuite, petit à petit, on voit ces côtés-là qui sont négatifs, mais on voit aussi tous les côtés positifs. La campagne française est désormais une zone à conquérir pour le tourisme. Dans le Gers, on trouve des centaines de fermes. Et certaines peuvent se visiter. Alors je vais vous demander de vous mettre le long du mur. Voici mon troupeau. Donc j'ai 50 chèvres. Toutes mes chèvres ont un prénom. Par exemple, ici nous avons Guapa. Sa maman, elle s'appelait Bella et sa petite sœur, elle s'appelle Angelina. Jolie. Je vais laisser là-bas. 3 fois par semaine, ces chèvres sont en représentation. Des visites guidées d'1h30 au cours desquelles Marie, la bergère, les met en pleine lumière.
Quand le public arrive, bien sûr, les chèvres elles sont super contentes puisque ce sont des chèvres qui ont été élevées avec des câlins, de la gentillesse. Donc elles savent que là, elles vont en avoir. Et quand je demande aux personnes de se mettre en ligne pour regarder les chèvres, c'est surtout pour que mes chèvres observent les gens et se disent « Tiens, ben, à lui, je vais lui faire un câlin. » Ou « J'irai le voir à lui. » Le point d'orgue de la visite, c'est la transhumance quotidienne jusqu'au champ. Pour les vacanciers, c'est l'occasion de devenir berger. Et d'en apprendre plus sur l'élevage de ces attachants animaux. On les amène ici au bois, bon, déjà pour avoir la fraîcheur, mais aussi il y a de quoi manger. Et s'il n'y a pas d'herbe, il y a toujours de l'herbe au pied des arbres. Elles vont manger les feuilles des ronces ou les fleurs des arbres aussi. Maintenant, vous pouvez vous approcher des chèvres. Non, la chèvre ne bouge pas. Vous la caressez dessous. Vous pouvez la caresser partout. Je me sens bien ici. C'est un endroit où il y a de la nature et aussi parce que j'aime bien les chèvres. Et quand je peux les câliner, ça me fait du bien. Moi, ça me fait énormément plaisir quand je vois que les gens ils sont zen, qu'ils sont heureux d'être avec mes chèvres, qu'ils sont heureux d'être là au milieu de ce pré, au milieu des bois, de les déconnecter et de les reconnecter à ce qu'on pourrait appeler le vivant. Quitter la ville pour partir s'installer à la ferme. Un rêve que certains décident d'expérimenter pendant leur congé. Car même en race campagne, on peut se faire beaucoup d'amis. Ça, c'est Manicule. Elle a 15 jours. Très petit. Ça, c'est Lilo. Lilo, ton normal. Il est un, avec un. C'est un peu difficile pour moi à dire. Sarah vient du New Jersey. Pour ses vacances, elle a choisi le woofing. Pendant 3 mois, l'étudiante est hébergée dans cette asinerie du Gers. En contrepartie, elle s'occupe quotidiennement des animaux de la ferme. Un voyage loin des sentiers battus. C'est la première fois que je quitte les États-Unis. Je ne suis même pas passée par Paris. Ce n'est pas un voyage touristique du tout. Mais j'aime cette façon de voyager. Je pense que c'est plus authentique. Pour la guider dans sa nouvelle vie de fermière, Sarah peut compter sur Jean-François. Donc là, on va séparer les ânesses, tu vois, Sarah, pour qu'on puisse après les traire. Voilà 15 ans qu'il accueille des jeunes du monde entier. Allez, on y va. Allez, on y va. Voilà. Alors il est devenu pédagogue. Donc, tu vois, Sarah, là, le lait, il est dans la mamelle. Là. Donc il faut presser et descendre. Tu veux essayer maintenant? Oui. Ouais, super. Tu y arrives bien, hein? J'espère. Pour nous, c'est vraiment quelque chose aussi d'hyper motivant parce que c'est vrai que c'est des métiers où on est souvent seul et avoir des jeunes qui, en fait, sont contents. Surtout, c'est ça qui est important pour nous, de les voir heureux, de nous filer un coup de main, de bosser avec nous et d'absorber aussi tout ce qu'on va leur expliquer. Et c'est vraiment un bel échange, quoi. Avec le woofing, l'échange ne s'arrête pas seulement aux travaux de la ferme. Ne te coupe pas un doigt, hein? Ouais, je vais essayer. Au moment des repas, ce sont d'autres aspects de la culture française que Sarah peut expérimenter. Là, tu vois, on va faire ce qu'on pourrait presque appeler comme une petite ratatouille. Tu en as déjà mangé? Non, mais j'ai vu le film. Tu as vu le film Ratatouille? Ah, ouais. Super. Hop là. L'hôte a l'air convaincu. Et pour la jeune américaine, la recette a aussi l'air de fonctionner. C'est vraiment magnifique ici. Le paysage et le climat du sud de la France sont uniques. J'ai toujours voulu travailler dans une ferme. Ça me conforte dans l'idée que c'est cette vie que j'aimerais avoir dans le futur.
petit côté idyllique là quand même. C'est vrai que c'est sympa. Ça va Alix? Ça va et vous? Bah oui, t'es rentrée du marché, ça y est? Ouais, ça y est, j'ai rouvert la boutique. Et maintenant, je fais un peu de crochet. Ça fait longtemps que tu travailles avec Céline, Alix? J'ai travaillé un mois chez elle cet hiver. Et là, du coup, je suis revenue pour la saison d'été pour l'aider sur la grosse période, quoi. Est-ce que c'est un milieu qui se féminise alors aussi? Les professeurs tendent à dire que chaque année, il y a un peu plus de femmes qui osent se lancer et sauter le pas. Petit à petit, il y a plus de femmes qui osent le faire, ouais. C'est du soin à l'animal, c'est du soin à la personne. Dans tous ces métiers-là, on retrouve beaucoup de femmes. On est aussi les sages-femmes de nos chèvres, leurs infirmières, docteurs. Voilà. Tu veux essayer le crochet? Allez, non. allez, non. Ouais. Mais ça doit prendre énormément de temps de faire un pull. Il faut compter 35 heures minimum pour un pull. Ça représente beaucoup d'heures de travail, ouais. Tu arrives vraiment à en vivre ou pas alors? Oui, alors moi je dis c'est important d'en parler aussi de ça. C'est vrai que c'est un métier passion. C'est vrai que si tu vis pas de ton métier, au bout d'un moment, la passion, je pense que tu peux aussi la perdre rapidement. On ne fait pas des méga marges et on ne fera pas des soldes à la boutique. D'accord. On fait un prix qui nous permet d'en vivre. C'est juste. Voilà. Ouais. Et ça te fait pas peur, toi, Alix, cette donnée économique dans ta vie de jeune agricultrice? Ah bah si, forcément c'est quelque chose d'angoissant, quoi. Quand on est jeune, on se dit j'ai quand même envie d'avoir mon métier passion, mais comme dit Céline, pas perdre la passion en m'épuisant à quelque chose où j'arrive même pas après à nourrir ma famille ou ce genre de choses. C'est des choses aussi en tant que jeune agriculteur sur lesquelles on a envie de travailler et d'avancer parce que c'est des questions importantes qu'on se pose beaucoup. Je vous trouve très courageuse, moi. Vraiment. Même si, évidemment, il y a beaucoup de points très positifs et magnifiques dans vos vies, on le sent. Mais quand même, il faut avoir du courage pour se lancer là-dedans. Merci. Regarde le vautour là. Ah, trop beau. Hallucinant. On est à quelle altitude? Je pense qu'on est vers 1800 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu plus haut. L'estive, quoi. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu es ici? Je ressens vraiment un grand sentiment de liberté quand j'arrive sur ces grands espaces-là. Je trouve ça magnifique. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Voilà, ça c'est la cabane de Clémence, du coup. Oh là là. J'aime bien ce petit arbre là au milieu. Tu sais, on a l'impression que c'est un résistant. Le dernier arbre avant la haute montagne. Avant plus rien du tout. Ouais, c'est ça. Ça doit être une vie hallucinante d'être bergère comme ça, toute seule au milieu de ces grands espaces. Moi, avant d'être chevrière comme je suis aujourd'hui, tu vois, j'étais bergère aussi. J'ai fait ça 3 ans. D'accord. Du coup, c'est vrai que pour moi, c'est des moments de ma vie qui sont tellement forts en intensité. Je pense que je ressentirai jamais quelque chose d'aussi fort. Autant dans les moments d'extase et de pur bonheur d'être là, que dans les galères pas possibles. J'ai jamais eu pire galère qu'en étant bergère en montagne, quoi. Bonjour. Salut. Salut Clémence. Ça va? Ouais. Bonjour. Bonjour Clémence, Ismaël. Enchanté. Ça va? Ça va, ouais. Bon, là, j'ai plus d'électricité, mais sinon, ça va. Ah ouais, c'est génial ici. Ouais, elle est assez chaleureuse comme cabane, c'est le bois qui fait ça. Bien, tu peux prendre les cuillères. Ouais, pas de souci. Elles sont derrière le garde-manger. Le gâteau à la broche. Le porc noir de Bigorre, du coup. Ah, super. Ouais. Merci. Bon. Tu passes combien de temps ici à chaque saison, Clémence? J'arrive à la cabane début juin, quand les bêtes arrivent, jusqu'au 15 octobre. Donc ça fait 4 mois et demi. Ouais, donc tu dois être contente quand on te remonte des petites choses comme ça. Ouais, du coup, c'est cool. Gâteau à la broche au saucisson. Génial, tout ce qu'on aime. Très très bon. Et de ne pas être tous les soirs à la maison chez toi, ça rend les choses plus intenses aussi. Oui, on dit souvent que les choses sont meilleures en montagne, alors que c'est les mêmes qu'à la maison. Quand les gens ils m'amènent du pain frais, du coup ça c'est royal. Parce qu'en fait souvent on en prend 1 ou 2
pour la semaine. Mais du coup, tout le temps, on mange du pain rassis parce qu'il n'est jamais frais en fait. Oui, tu c'est le vrai. finis pas. Et du coup, quand je mange du pain frais, je suis là, ah ouais, je me rappelle combien c'est trop bien. Et du coup, quand on revit chez nous, on réapprécie plein de choses quoi. Avant, j'avais pas de douche. Quand Moi, la j'étais douche, bergère. c'est magique. Hein. C'est ça. Je t'ai lavé au gant pendant, Ouais, pendant 4 mois. Quand tu reprends une douche, tu te rends compte que c'est vraiment un luxe incroyable, quoi, la douche. Là, tu vois, je sens que j'ai vraiment une chance unique de pouvoir être ici. Ça donne un visage, en fait, à des sommets. Et j'aime bien, moi. C'est magique ici. Ouais, c'est pour ça qu'on y reste quoi. C'est clair. Salut. Ça passe un bon week-end? Oui, très bien. Et toi? Ouais, ça va. Bon, parce que moi, je pars en vacances à midi, donc je t'avoue qu'il me tarde un petit peu. Voilà, tu vas profiter du soleil. Tu en as pour 2-3 jours à déchaumer, et après, il faudra que tu t'occupes un petit peu de l'irrigation aussi. De quoi faire? Je pense que la semaine est bien remplie. Donc là, je pars 8 jours en vacances, et Sylvain, il va prendre les rênes de l'exploitation pendant 8 jours. Ça veut dire qu'il va me remplacer entièrement. Ça veut dire qu'il a toutes les responsabilités d'un chef d'exploitation pendant les 8 jours qui arrivent. Bon, Sylvain, bonne semaine. Hein. Bonnes vacances. Si tu as un souci, tu m'appelles. Ça marche. Ciao. Il y a 20 ans, 30% des agriculteurs partaient en vacances. Aujourd'hui, la moitié d'entre eux s'y autorisent. Et les remplaçants, comme Sylvain, sont là pour les aider. Pour occuper ce poste, il faut savoir s'adapter. C'est un peu de pression parce que il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, donc il faut toujours avoir un œil sur la parcelle, essayer de prendre ses repères, de voir à peu près comment elle est formée pour agir en conséquence, quoi. Repérer un peu les pentes, les endroits un peu compliqués, parce qu'on est dans un secteur qui est quand même très vallonné. Quelque part, on ne peut pas trop se permettre de se manquer, il faut être opérationnel rapidement. Sur les routes des Hautes-Pyrénées, le département voisin, un autre ange gardien vole au secours des éleveurs et de leurs animaux. Oui, allô? Salut Laurent, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ouais, je t'appelle pour prendre des nouvelles de la vache d'hier qui ne se levait pas. David s'est installé comme vétérinaire dans la région il y a 2 ans. Le temps de devenir un as du volant. On est tout le temps sur la route, ça fait partie du métier de vétérinaire rural. C'est-à-dire qu'on se déplace dans les exploitations, on roule vraiment pas vite. De toute façon, il n'y a que des virages, c'est des routes, on va dire, pour la largeur d'une voiture et demie à peine. Donc on passe entre 3 et 5 heures par jour dans la voiture. Ce matin, le vétérinaire se rend sur l'exploitation laitière de Laurent. Donc celle-là, faut que tu fait voir l'évolution. Ouais. Vélage. Date de vélage? Le 28-03. Ok. La minute. Doucement. Il doit échographier toutes les vaches du troupeau. Bon, ben, elle est pleine de 3 mois, stade de gestation, autour de 3 mois. Donc ben, voilà, l'image qu'on a actuellement, c'est une image de gestation d'un veau qui fait autour de 3 mois et demi. On voit bien sur l'image les côtes et la colonne vertébrale, hein, c'est à l'image échographique ce qui se voit le mieux. Celle-là, il faut la regarder. Oui. 58-73. Pour avoir du lait en quantité, les vaches doivent porter des veaux. Pour Laurent, l'examen réalisé par David est essentiel. Ok Laurent, c'est bon. Bon, donc pleine 4 mois et demi, 5 mois, t'as dit? Ouais, exact. C'est toujours intéressant parce que comme ça, il nous donne un avis sur comment on fait. Parce que si on est vraiment tout seul, rien que nous, il vaut mieux avoir un autre avis, quoi. Ça me rassure qu'ils viennent pour me confirmer mes choix et voir si je mène bien le troupeau. Dans les campagnes, les vétérinaires ruraux se font rares. Le métier devient un sacerdoce. C'est bon Laurent, elle est gestante? En général, quand on fait ce métier, c'est qu'on l'aime, c'est qu'on est motivé, c'est qu'on veut vraiment faire le maximum et faire le maximum pour eux parce que voilà, ils ne sont pas dans une situation facile et donc on doit contribuer aussi à maintenir l'élevage dans nos campagnes, quoi. Pour les éleveurs, pas de répit. Sauf pour ceux qui peuvent compter sur Sylvain, le remplaçant. Quand on transporte du poids comme ça, il vaut mieux être prudent.
Sylvain a enchaîné les missions tout l'été. Cette semaine, il remplace un jeune éleveur parti en vacances. Alors il doit composer avec son troupeau. Doucement, doucement. Là. Quand on arrive comme ça, il faut y aller calmement, essayer de leur parler un peu. Du coup, on découvre les animaux. Il faut aussi qu'on essaye de déceler à peu près les animaux qui sont susceptibles d'être un peu vifs. Elle était un peu excitée, je pense, parce qu'elle ne nous connaissait pas un peu. Et après, ça va tout seul. Une fois qu'elle nous connaît, elle est toute calme. Allez. La semaine touche à sa fin. Thomas, le jeune éleveur, revient de congé. Pas de problème particulier au niveau des vaches laitières Non. Après, avec les chaleurs, il fallait veiller à ce qu'il y ait bien de l'eau partout parce que c'est vrai qu'il a fait très chaud. Super. Et du coup, les vacances les vacances, ça fait du bien de prendre quelques jours. C'est satisfaisant de voir qu'on est utile. L'agriculteur peut se libérer pour prendre du temps pour lui. C'est un service qui aujourd'hui, je pense, pour nos générations, qui est, je ne veux pas dire obligatoire, mais qui est très important. Parce que les générations de nos parents qui ne prenaient pas forcément de vacances, aujourd'hui, nous, on a besoin, par rapport à nos familles et par rapport à cette nouvelle génération, de pouvoir avoir une vie qui correspond à la vie de tous les citoyens français. Bonjour Cécile. Hey, salut Ismaël. Salut, ça va? Ça va bien. T'as fait bon voyage? Super. Tu arrives pile à l'heure pour la séparation des mamans de leur bébé. Tu vas pouvoir me donner un petit coup de main? Là, on a Zoé et Clémence qui vont récupérer toutes les ânesses parce que le but du jeu, c'est de séparer les mamans des bébés pour obtenir du lait, puisque naturellement, les ânons tètent aussi bien le jour que la nuit, toutes les 15-20 minutes. Ok, donc pour que toi tu récupères le lait, il faut pour que j'ai un peu de lait, il faut que les ânons ne tètent pas. Allez, venez. Allez. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces ânes, dis donc. C'est beau, hein, ouais, c'est l'âne des Pyrénées. Et puis c'est d'une gentillesse extrême. Ça va? Oh, j'adore. Et le truc sympa à faire avec les ânes, c'est ça. Ah, le gros câlin comme ça. C'est génial. Tu veux essayer? Bah oui, carrément. Allez, je prends le coup comme ça. Ouais, tu fais un gros câlin. Et la sensation est géniale. C'est chaud, c'est... Ouais. Elle se colle contre moi. Ouais. Elle adore les caresses. En plus, le poil d'été, là, il est hyper doux. C'est vrai que par rapport au cheval, qui va être un peu plus sauvage, l'âne est vraiment très proche de l'homme. Ouais, bah franchement, c'est un moment assez inattendu. J'adore. Cool. Ah, je suis contente. C'est des animaux sincères. C'est-à-dire que là, ce qu'elle t'a donné, elle te l'a donné vraiment généreusement, quoi. Et c'est ça que je voulais découvrir avec toi, c'est cet animal, ton élevage. Et puis je te cache pas que c'est ton profil aussi qui m'a attiré ici, parce que la prof de plongée à Fidji, qui devient éleveuse d'âne, avec son mari qui vivait en Nouvelle-Calédonie, pour se retrouver dans le Gers. Je me suis dit, tiens, il faut que j'aille voir ça quand même. Ouais. C'est pas très commun comme histoire agricole. Ouais, c'est un petit peu atypique. Les filles, vous pouvez placer les sauts de grain en faisant bien du bruit pour que les ânesses l'entendent. Ah tiens, il se passe un truc. Allez, venez. Allez. Venez. C'est bien, Sid. Pas les bébés. Non. Allez. Pas les bébés. Ah non.
Ah oui, c'est lui. Elles vont revenir, vos mamans, les petits gars. On a réussi. Donc là, tu vas les traire maintenant, une fois qu'elles ont mangé? L'ânon a tété toute la nuit et une partie de la matinée. Ok. Il faut que j'attende maintenant 5 heures avant de pouvoir effectuer la première traite. Et bien en attendant, on va aller faire du savon au lait d'ânesse. Ok. J'aime beaucoup les paysages ici. J'ai l'impression que l'Occitanie, c'est très varié. Cette variété, je la retrouve dans les terroirs et je la retrouve aussi dans les démarches agricoles de ferme en ferme. Vous ne faites pas la même chose et je trouve que toi, avec Manu, ton mari, vous avez une démarche très singulière. C'est pour ça que je voulais vous rencontrer. Oui, c'est vrai qu'on a un modèle qui est un modèle un peu ancien, qui est la polyculture élevage. Ouais. On élève des ânesses des Pyrénées pour produire du lait. On cultive des plantes aromatiques pour en faire de l'huile essentielle. Et ces deux matières vont se retrouver dans nos savons au lait d'ânesse. On s'autoproclame paysan savonnier. Ah, c'est beau. Salut Rémi. Bonjour. Bonjour Rémi. Et bien là, tu vois, on est dans le laboratoire. Aujourd'hui, on fabrique le savon au lait d'ânesse et à la lavande. Mais avant toute chose, on va s'équiper. Tiens. Hop. Et voilà. Eh bien, on va mélanger l'huile de coco et le beurre de karité dans la grosse marmite qui contient déjà l'huile d'olive. Eh bien, Rémi, si tu veux bien nous donner un coup de main. Donc là, on a à peu près 15 kg de matière dans cette marmite. Et ensuite, on va mettre la lessive de soude dans notre mélange d'huile. Et c'est ce mélange qui va créer la réaction chimique de saponification. Et on va obtenir du savon et de la glycérine. D'accord, très bien. Je vais te demander de verser le lait d'ânesse, s'il te plaît. Allez, à tout de jouer. On va verser la pâte à savon dans les moules. Tout part d'un geste paysan et ensuite il y a un geste d'artisan avec la façon dont tu fais le savon. Oui, et c'était très important pour nous de fabriquer nous-mêmes le savon et pas le faire par un laboratoire. Parfait. Donc à présent, nos savons vont rester comme ça dans les moules pendant 24 à 48 heures. Oh là là, ça sent bon ça, hein? Ouais. Donc après 3 semaines à 2 mois de séchage, eh bien on a le produit fini. Donc ça, un savon comme ça, pour une personne, c'est 1 mois d'utilisation quotidienne. Limite le packaging plastique. Ça faisait partie du projet d'avoir une empreinte écologique la plus faible possible. Ouais. Voilà. Là, comme ça, c'est bien? C'est pas mal, ouais. On va pouvoir démarrer la traite. C'est une première pour toi? Ça marche, ouais, c'est la première fois que je traite des ânes. On va s'installer ici. Alors déjà, on dit bonjour. Donc il faut que tu attrapes la tétine tout en haut. J'appuie et je tire vers le bas. Ça lui fait absolument pas mal. Donc n'hésite pas. Je te laisse essayer? Ça marche. Alors, allons-y. Voilà ma belle, regarde. Ça te fait du bien, non? Rien qu'au son, j'entends que tu es un peu plus rapide que moi, Cécile. Et oui, j'ai quelques années d'expérience. Tu vois où t'en es? Ouais, je gagne pour l'instant. Par KO. Allez les filles, c'est fini la traite, vous pouvez aller retrouver vos petits. Allez. Allez. Elles sont en train de partir au galop, donc elles vont un peu nous semer. Je pense qu'on va les retrouver un peu plus haut sur le sommet de la colline. Ça y est, on les a retrouvés. On va s'avancer d'un pas plus doux. D'accord. Parce que si on avance d'un pas assuré, elles vont croire qu'on va les faire avancer. J'ai l'impression que la préservation de cette espèce, c'est quand même
quelque chose qui te tient beaucoup à cœur, Cécile. Oui. Au tout début, j'ai visité l'élevage de mon collègue dans le Gers. Évidemment, il m'a expliqué, lui, ce travail de préservation. Il m'a dit, ben voilà, c'est l'âne des Pyrénées, race locale menacée de disparition. Et là, tout de suite, ça a été une évidence pour moi. Donc nous, aujourd'hui, on représente entre 10 et 20% des naissances de la race. Et on a été récompensé en 2018 par le prix de la Fondation du patrimoine pour l'agro-biodiversité animale. Donc on est super contents, ça donne vraiment du sens. Je comprends le plaisir que tu ressens à faire ce métier. Allez, venez. Allez. On est ici avec une vache de race mirandaise. Donc, en l'occurrence, elle s'appelle Reine. Une vache caractéristique par la couleur de sa robe. Donc, une robe toute blanche, nacrée, diront les anciens. Et ce regard perçant avec ce contour des yeux noirs, c'est un peu l'eyeliner chez les filles, tu vois, qui grandit l'œil, là. Les yeux de biche, un peu. Historiquement, cette race servait à travailler le sol. On retrouvait que la mirandaise dans le département du Gers. Et au fur et à mesure des années, avec la mécanisation, nous avons une chute de l'effectif de mirandaise. Quand je vais les voir tous les jours sur mes prairies, et quand je vois ces coteaux gersois avec cette race gersoise dessus, et c'est vraiment une satisfaction personnelle. Ouais. Admirer des mirandaises sur les coteaux du Gers est un plaisir que Julien doit à son père. Dans les années 80, avec une poignée d'autres éleveurs, il a décidé de voler au secours de la race locale qui ne comptait plus que 50 individus. Mais aujourd'hui, la mirandaise a retrouvé des couleurs. On est en plein nettoyage, en plein brossage, shampouinage, pour lui donner sa couleur éclatante, son blanc caractéristique. Ouh, elle aime ça. Et moi, je l'ai vue naître, c'est moi qui l'ai baptisée, donc elle s'appelle Superbe. Elle va représenter la race dans différentes foires agricoles. Peut-être qu'elle ira un jour à Paris, au salon de l'agriculture, représenter notre race. Mais avant d'aller à Paris, Superbe et Julien ont encore du travail. Doucement. Viens, allez. Là, on l'a dressé déjà à la corde, c'est-à-dire au licol. Mais là, on est en train de lui apprendre à suivre l'éleveur qui marche. Au début, c'est pas forcément facile, et puis c'est en travaillant qu'on y arrive. Donc il faut la... doucement. Il faut la... doucement. Voilà, il faut l'entraîner. Allez, hop. Moi, je ressens déjà une grosse fierté parce que c'est la race avec laquelle travaillaient les anciens et c'est la race avec laquelle travaillaient mon père et ma mère. Et maintenant, c'est à moi de prendre le flambeau et j'ai envie de la maintenir sur l'exploitation et la dynamiser et la faire connaître. À quelques kilomètres de là, une autre race a fait son grand retour. Des rescapés qui ont plutôt l'air en forme. Ah, là, on sent bien qu'elles sont impatientes. On va leur donner la liberté maintenant. La poule gasconne, ou poule noire d'Astarac Bigorre, est une race emblématique du Gers. Elle a été la poule au pot d'Henri IV et a dominé les basses-cours jusqu'au début du XXe siècle. Alors là, je vais essayer d'en attraper une, mais c'est pas évident, parce que, comme on dit, elles ont de la cinquette. Elle ne doit sa survie qu'à la ténacité de quelques éleveurs passionnés qui ont relancé la filière dans les années 80. Aujourd'hui, comme Jean-Paul, ils sont 20 à travailler sur le précieux gallinacé. Un travail très physique. Paris gagné. Elle commence à chanter. Voilà. Et du coup, elle n'a plus peur. La particularité de la race gasconne, donc de la noire d'Astarac Bigorre, déjà ce qu'on peut voir, c'est qu'on met bien du soleil. On n'en manque pas en ce moment.
c'est les reflets vert ardoisé qu'il y a sur la plume. Et ensuite, c'est les pattes qui sont recouvertes d'écailles très noires et les ongles noirs. On a l'habitude de dire que le Gascon il est fier, un peu arrogant. D'Artagnan, il y a peut-être pour quelque chose, mais quand on voit le caractère qu'a cette poule, on se dit que finalement, la génétique, elle est passée un peu partout, quoi. Et finalement, c'est une partie de notre patrimoine. Nous, on est paysans depuis plusieurs générations et on se dit, mince, ça aurait été dommage de voir disparaître cette race. Allez. Ces dernières années, la rustique gasconne se mue en poule de luxe. L'animal est en passe de devenir une AOP et s'invite même sur la table des grands restaurants. J'ai mis 5 minutes à 150, ok? Vincent Cassassus est chef à l'Étoile de France à Auch. Et ce Gersois pur jus traite la poule noire avec tous les égards. Moi, j'aime bien la cuire doucement. Donc soit rôtie au four tout doucement, mais là, en l'occurrence, on va la pocher comme ça se faisait du temps d'Henri IV. Et la délicate volaille lui donne beaucoup d'inspiration. Ce foin sec là, c'est l'odeur des coteaux gersois là en ce moment. Il y a les bottes de foin qui sont en train de sécher et donc la poule noire elle est élevée dans ces coteaux gersois. C'est un peu l'idée de cette recette, c'est de vraiment remettre effectivement la poule dans le champ. Voilà, on sent qu'il y a de la mâche, on sent qu'il y a du goût. Et juste à ce petit parfum de foin là, c'est très bon. C'est important d'arriver à retranscrire le goût de notre département, d'arriver à le mettre dans l'assiette. Et effectivement, c'est quand même le plaisir quand on va dans une région, c'est de récupérer ce goût-là, cette saveur-là qui va peut-être rester comme la vue du coteau, comme la vue des Pyrénées. Peut-être que les touristes ou les gens qui sont ici, quand ils vont repartir, ils vont garder ça un peu ils vont garder ça en mémoire. Ce goût gersois, ce goût du sud-ouest, ce goût de la Gascogne. Après quelques années compliquées, les races oubliées ont retrouvé le devant de la scène. Pour le plus grand bonheur des gourmets. Bonjour Ismaël. Salut Cécile, ça va? Ça va bien et toi? Eh ben écoute, très très bien. Tu veux que je t'aide? Non, regarde. Hop. Voilà, un petit déjeuner. Service au lodge direct. Ouais. C'est la classe. Avec plaisir. Bah, écoute, je vais te laisser tranquillement prendre ton petit déj. Ouais. Je te donne le peignoir parce que je t'ai préparé une petite surprise là-haut. Je t'ai préparé un bain au lait d'ânesse. Tu vas ressortir de là avec une peau de bébé. Trop bien. À tout à l'heure. Ouais, ça marche à toutes. Ça va les amis? Eh ben ça va. On a une petite livraison à faire si tu veux nous accompagner. Ok, ça marche. Allez, je prends celui-là. Oui, c'est lourd. Ah ouais. Bon alors Ismaël, ce bain au lait d'ânesse. Eh ben écoute, je pourrais dormir là, je crois. Ah ouais, ça t'a bien relaxé? Attends, c'est hallucinant. J'ai vraiment vécu un moment de détente totale, quoi. Ah bah, je suis super contente. J'aime bien votre approche d'ailleurs parce que je ne m'attendais pas à vivre un moment comme ça dans une ferme. Donc il y a toujours cette idée que vous êtes dans une démarche qui est très ouverte sur le public, je trouve. Oui, c'était vraiment l'un des objectifs quand on a démarré. Nous, notre souhait, c'était de faire entrer la nature dans la salle de bain des gens. Alors ce matin, dans ma baignoire, je l'ai bien ressenti. Hein. Ouais, je suis ouais. avec le lait d'ânesse, j'entendais les ânes qui brayaient dehors. Là, j'y étais pleinement. C'était en immersion. Et on va livrer quoi, Manu, alors aujourd'hui? On va livrer des savons lait d'ânesse, des eaux florales, des huiles essentielles au château de Lavardens. Un château qui est très très beau, un château du XVIIe siècle. On va livrer? Allez, on va livrer, on va se muscler. Moi, je vous retrouve tout à l'heure parce que je vais aller livrer les savons à barbe pour Sandrine, notre barbière. D'accord, très bien. Moi, je te suis? Allez, on y va.
encore beaucoup de marches, Clémentine? Oui, il y a encore 2 étages, mais là on arrive à la salle de l'écho. Et la salle des échos, c'est pourquoi? En fait, il faut que vous vous mettiez chacun dans un coin opposé Ouais. et que vous vous chuchotiez des choses. Quand on est au milieu, on ne vous entendra pas. Voilà. Seule la personne en face entendra ce que vous dites. C'est la forme de la voûte qui fait circuler le son. C'est génial cet endroit. Manu, est-ce que tu m'entends? Oui, je te reçois. Il y a plus de réseau ici que dans tout le Gers, hein, je crois. Ça, c'est pas faux. Ouais. C'est impressionnant, hein. Ça marche vraiment bien. Elle est vraiment pas sympa, Clémentine. T'as entendu ce qu'on a dit ou pas, Clémentine? Non, j'ai rien entendu du tout. Heureusement, on a dit que du bien de toi. Vous pouvez tout poser ici. Et ils vont être exposés où alors, les produits? Juste derrière vous. D'accord, ici. Ah oui, il y a les petits ânes. Très bien ça. Bah, merci Clémentine. À bientôt, au revoir. Il est très beau hein, ce petit village, ce château. C'est super. Encore une petite pépite dans ce voyage. Mais tu vois d'ailleurs, quand je vois ce joli village, tous les moments que j'ai passés avec vous, la belle maison, les pâturages, les ânes, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps, d'aller vivre à la campagne, mais c'est pas forcément si simple que ça. Non, c'est pas facile. Derrière, il y a beaucoup de travail qui est difficile à mesurer. Au départ, quand on se lance dans un projet comme ça, quand on est agriculteur, c'est tous les jours. Quand on est éleveur, c'est tous les jours. Et après, lorsqu'on fait de l'agrotourisme, tu as vu, les personnes qui viennent visiter, c'est pareil, c'est le dimanche, c'est le samedi. Ben, voilà. Donc on a foncé, tête baissée, sans trop réfléchir peut-être. Mais bon, on est content, on est fiers maintenant. On les met là? Ouais. Hein, comme ça, tes clients pourront les voir. Hein. Comme ça, c'est pas mal, on les voit bien. Nickel. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, ça va Cécile? Bonjour. Enchantée. Sandrine, Ismaël. Salut Sandrine, c'est toi la barbière? C'est ça, c'est moi la barbière. Il est sympa hein, ton petit salon, j'aime bien. Merci, c'est gentil Ismaël. C'est que des petits souvenirs de festivals, des gens que je coiffe, que j'adore. Voilà, je veux recréer un lieu de vie. Ça veut dire que les gens du village, ils viennent te voir, ils s'asseyent c'est un avec moulin, toi. c'est un moulin, ça rentre, ça sort. Eh ben tu vois, moi j'adore aller chez le barbier. Tu me reprendras un petit peu la barbe ou pas? Avec plaisir. Assieds-toi. Hop là, merci. C'est parti. Ah oui, c'est bon ça. Et tu vois, sincèrement, je suis étonné de voir un salon comme le tien dans un petit village comme la Vardens. Il n'y a plus de commerçants dans les villages. Et moi, je voulais retrouver cette vie en fait, de village, en fait, oui. Donc les gens viennent te voir de tout le département? Ouais, de tous les départements. Ça va? C'est super. Ici, c'est rigolo. Voilà, il y a le voisin qui m'amène des œufs. La vie, elle y est dans les villages. Il faut juste un peu le réveiller. Voilà. Cécile, qu'est-ce que t'en penses? Tu es magnifique. Non mais arrêtez, je me suis gêné. Non, bah, merci à vous deux, parce que vraiment, cette étape dans mon voyage, elle m'aura permis de rencontrer des gens très investis. J'ai l'impression que pour réussir ce changement de vie, c'est un peu ça qui est nécessaire aussi. Ah oui, faut y aller. Oui, c'est clair. On sait de quoi on parle, toutes les deux. Investissement à 100%. Ah oui, ouais. On se donne à 100% pour notre passion, en fait. Hein. Et de pouvoir en plus travailler de manière collaborative comme ça, avec voilà, notre savon qui est utilisé, je suis super contente, quoi. C'est pari gagné, quoi. Merci à toi. Avec je te plaisir. promets pas de revenir. J'ai 800 km à faire pour venir ici. Et si je repasse dans le coin, je laisserai bien pousser ma barbe pour me faire coiffer ici. Ça marche. Pas de soucis. Yeah. Allez les filles, on va à la piscine. Allez. Yeah. Allez les filles. Allez, tous à l'eau. On dirait un peu des hippopotames. Ça fait un peu pareil. L'été dans l'eau comme ça, pour elle, c'est le meilleur moment de la journée.
Elles peuvent se détendre, se rafraîchir, profiter de la boue et de l'eau pour passer du bon temps. C'est leur petit jacuzzi, petite balnéo. Lucille a 25 ans. Depuis 4 ans, elle vit une grande histoire d'amour avec le buffle d'Asie. Chouette la douche. Sur sa ferme du Gers, Lucille élève 40 bufflonnes pour leur lait. Bien ça, hein. Ça c'est chouette. Hein. C'est en dégustant de la mozzarella que la jeune éleveuse a décidé de s'intéresser à cet animal très peu présent dans les campagnes françaises. Je vous présente, c'est Carla. C'est une jeune bufflonne. Elle vient de faire ce printemps son 2e bufflon. Elle va se coucher sur moi, non? Oui, bonjour Carla, fais doucement. Oui, elles ont un caractère particulier. Je suis partie en Italie avec mes parents pour... je les ai traînés un peu là-bas voir les buffles. Et en fait, dès que je les ai vus, je sais pas, c'est comme... j'avais les poils sur les bras qui se sont tout hérissés et tout ça. Ça a été vraiment un énorme coup de cœur pour cet animal. Et dès le moment où j'ai vu ma première bufflonne, j'ai su que j'allais élever des buffles, quoi. C'était vraiment les buffles ou rien. Pour réaliser son rêve, Lucille a dû travailler. 4 mois de formation dans un élevage du nord de l'Italie pour apprendre les rudiments de l'élevage de cet imposant ruminant. C'était là. Calme-toi. Car la bufflonne peut être capricieuse. Alors là, c'est Martha. Et en fait, elle aime pas le moment où je branche. Donc il faut que je fasse très délicatement. Là, c'est bientôt fini. Bon, des fois, ça rate. Et donc, j'essaye de m'adapter à chacune pour que mes dames soient dans de bonnes conditions, pour essayer de faire en sorte qu'elles veuillent bien nous donner le maximum de lait, puisque dès qu'elles sont contrariées, elles peuvent arrêter la lactation et il n'y a rien qui sort. En Italie, ils appellent le lait de bufflonne l'or blanc. Donc, comme je dis souvent, les bufflonnes, elles mangent comme des vaches et elles produisent en gros comme des chèvres. Allez les filles, c'est fini là, on a fini la traite. Cet or blanc, elle ne laisse pas aux autres le soin de le manipuler. C'est sur sa ferme qu'elle produit sa propre mozzarella. Donc là, j'ai broyé mon caillé et je rajoute de l'eau chaude, donc à frémissement, donc on est à peu près à 90 degrés. Il ne faut pas trop en mettre parce que sinon ça file trop. Il faut en mettre suffisamment parce que sinon ça file pas. Il faut trouver le juste milieu. Cet art exigeant, Lucille a appris à le maîtriser. Sa mozzarella gersoise n'a rien à envier à ses cousines italiennes. Voilà ce qui reste des 100 litres de ce matin. C'est bon, il y a une légère acidité. Ça manque de sel forcément, mais dans quelques jours, elle sera salée, elle sera top. La mozzarella et les produits au lait de bufflonne commencent à être connus dans la région. Car pour les mettre en avant, Lucille ne compte pas ses heures. Bonsoir madame. Ce soir, avec son compagnon, Fabien, elle participe à une fête. Voilà. Et sa mozzarella y est particulièrement mise en valeur. Alors là, ce soir, on fait donc une bruschetta avec les légumes de saison, juste fraîches comme ça, pas transformées, un peu d'huile d'olive, sel, poivre. C'est vraiment là où elle est, pour moi, la meilleure, quoi. Fabien, tu peux me donner, s'il te plaît, de la copa pour mettre là-dessus? Depuis 1 an, son compagnon Fabien a rejoint l'aventure, entraîné par la passion de la jeune femme. J'ai trouvé l'idée folle et originale, mais en même temps, je me suis dit c'est novateur et le fait de faire quelque chose d'un peu exotique quelque part, j'ai dit mais en fait l'idée c'est génial. Je suis admiratif de voir tout le travail qu'elle accomplit
Oui, on est fiers, forcément. Après, c'est aussi l'avis des clients qui fait que ça nous encourage. Déjà, le produit final, maintenant, j'en suis relativement satisfaite. On a notre clientèle qui est de plus en plus fidèle et c'est l'aboutissement de notre travail, quoi. Il est chaud votre changement là entre encore un matin et les cow-boys, c'est rapide ou pas? Oui, il est chaud. Bonjour. Bonjour. Salut Ismaël. Donc tu dois être Océane. C'est ça. Je te serre la main parce que je veux pas te démaquiller. Enchanté, Ismaël. Naomi, salut Naomi. Vous préparez pour le cabaret là, c'est ça? C'est ça. En extérieur, c'est sympa. Ouais, alors c'est même surprenant quoi. Franchement, des danseuses de cabaret qui se préparent sur des tables de banquet en quelque sorte. Exactement. Ça surprend aussi le public et les gens du village, je pense. C'est la revue des Folies Fermières en extérieur, donc qui présente un spectacle pour la fête de village. Donc, La revue des Folies Fermières, c'est un super jeu de mots par rapport aux Folies Bergères. Et les Folies Fermières, c'est un cabaret qui est monté dans une ferme d'habitude. Hein. C'est le premier cabaret à la ferme de France. Et ça a été créé par David, qui est un agriculteur qui a voulu sauver la ferme familiale. Et le projet, c'était de créer un cabaret, d'allier le monde artistique, culturel avec le milieu de l'agriculture. C'est un pari un peu fou, mais ça marche. C'est pour ça que je voulais absolument le rencontrer, puis voir le spectacle, et avant de le rejoindre à la ferme demain. Je vous laisse tranquille. Merci. Je sens que vous avez un peu de boulot. Donc, un petit peu le ravalement de façade. Plus les costumes, les plumes et tout ça. Bon courage les filles. Merci, bon spectacle. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous présenter le spectacle La revue est dans le pré, inspiré de la nature, la ferme et de notre patrimoine. Et maintenant, nous allons vous raconter l'histoire d'une danse emblématique. Nous sommes en 1890 à Paris. Dans les bals de la capitale, une révolution est en marche. Depuis peu, les femmes commencent à danser sans être guidées par un homme. Elles dansent seules, une danse synonyme de liberté, le French Cancan. Salut David. Bonjour Ismaël. Ça va? Ça va et toi? Bah, ça va bien, t'es souriant à 6h30 du matin. C'est génial là, comment t'appelles ça? C'est un tracteur? Le tracto-train. Et tu fais quoi avec ça sur ta ferme? Eh bien, on fait les visites. Toutes les personnes qui viennent pour visiter la ferme dans le cadre des repas cabaret, nous on fait la visite. C'est très important pour nous de présenter notre exploitation. J'ai plein de questions à te poser parce qu'un cabaret dans une ferme, les Folies Fermières, c'est unique ça, non? J'ai jamais vu ça ailleurs moi. C'est unique en France, c'est unique en Europe, c'est de l'innovation agricole, moi j'appelle ça. Et c'est vraiment pour défendre une cause qui est très importante, c'est-à-dire la sauvegarde des petites exploitations en France. Voilà. Alors là, on va se dépêcher un petit peu parce que moi je dois aller soigner les vaches. On va parler de tout ça en chemin. Allez, ça marche, je t'accompagne. Voilà, donc tu vois un peu la lumière, le paysage, les plaisirs de la campagne. Ça, c'est ma carte postale du matin. T'as l'air d'aimer et l'endroit où tu vis et ton métier, toi. Ah, mais c'est une vocation. Moi, j'ai démissionné d'un poste où c'est que j'étais directeur à lycée agricole. Donc, je l'ai fait parce que je me suis dit, il faut qu'on trouve une solution pour sauver cette ferme. La ferme était à qui? Eh bien, c'est une ferme familiale. Moi, je suis la 4e génération. Je ne voulais pas être la personne responsable qui a coupé la chaîne familiale.
Et tu as quitté un poste de directeur dans un lycée, c'est ça? C'est ça, j'étais directeur d'exploitation à un lycée agricole. Du coup, je me suis posé la question à un moment donné où je ne pouvais pas continuer à enseigner l'agriculture à plusieurs centaines d'élèves par an et en parallèle avoir mes propres parents qui allaient arrêter la ferme. C'est un projet fou. Le cœur du projet des Folies Fermières, c'est faire découvrir ce terroir, mais déjà aux gens locaux parce qu'ils ne le connaissent pas forcément, mais après le valoriser auprès de la France entière parce que nous, dans le cabaret à la ferme, le premier spectacle qu'on présente, c'est le spectacle dans l'assiette. C'est-à-dire le repas aux produits du terroir servi par les producteurs en personne. Le producteur de vin sert le vin, le producteur de légumes les légumes, et moi, le producteur de viande, je sers la viande. Génial, génial. Valentino, qu'est-ce que tu fais là? T'es venu donner à manger aux chèvres? Laetitia, mon épouse. Salut Giovanni. Bonjour. Tu fais quoi là, Laetitia? Mais là, je donne à manger à Sissi, notre alpaga sur la ferme. Laetitia, moi j'ai une question à te poser qui est très importante. Oui. Est-ce que c'est pas trop difficile de vivre avec un garçon qui a 17 000 idées à la minute et... Au début, compliqué, mais après, on s'y fait et puis on le stoppe. Hein. Mais j'imagine que toi, ça te plaît aussi, tous ces projets. Tout ce qu'il me dit, ça me plaît. Donc, mais c'est qu'après, c'est le temps. On n'a pas forcément, quoi. Il a son projet, lui. Lui, ça va être le musée de la vache. Il commençait à monter son petit troupeau, là. Comme ça, quand on fait des visites aussi, c'est là le plaisir d'expliquer, montrer vraiment les régions avec toutes les races qu'on peut avoir en France, qui sont aussi en voie de disparition également. Bon, bah c'est bien, ici, il y a de la relève. Hein. Voilà. Cinquième génération, j'ai l'impression que le petit, là, il va être pas mal aussi. Et t'es pas une poule, toi, Bibi, quand même, hein? Allez, tu viens? On va prendre le tracto-train? On va aux vaches? On y va? On va Allez, aux on va aux vaches? vaches. Allez, on est parti. C'est quand même la première fois de ma vie que je vais m'occuper de vaches dans un petit train touristique comme ça. Ouais. Et c'est quoi cette vache là? Allez, cette vache, elle vient d'Afrique. C'est une Watusi. Elle est impressionnante hein, avec les cornes comme ça. Je me sens bien avec les vaches. Je sais pas pourquoi. Depuis tout petit, papa il m'a mené avec papy aux vaches et au tracteur et ça m'a plu. Doucement, Giovanni. Petit. Caline, viens là. Chut. Petit. Quand je vois tout ça, je me rends compte de l'investissement en temps, en énergie, puis en argent aussi que ça représente. Ah oui. Et on entend beaucoup parler des difficultés des agriculteurs aujourd'hui. C'est très difficile parce qu'en fait, c'est une agriculture qui a évolué et c'est surtout une agriculture qui a creusé le fossé entre les besoins des consommateurs et ce que font les agriculteurs. Voilà. On se retrouve avec des chiffres qui sont relativement alarmants. Il y a 27 fermes en France chaque jour qui ne trouvent pas de repreneurs. On a plus d'un suicide d'agriculteurs par jour en France. Il ne faut pas avoir peur d'en parler parce que c'est vraiment un mal-être, c'est une crise agricole qu'on est en train de traverser sans précédent. Malheureusement, aujourd'hui, si on n'innove pas, on est voué à disparaître. On est au pied du mur. Il faut savoir répondre aux nouveaux besoins des consommateurs. Et les Folies Fermières ont tenté ce challenge. Moi, dans la journée, je change 3 fois de vêtements. Le matin, vous voyez, je suis agriculteur. L'après-midi, je vais travailler à la boutique des producteurs, donc je suis plutôt artisan. Et le soir, au cabaret, je suis artiste. Voilà, c'est les 3 A. Agriculteur, artisan, artiste. Des champs à perte de vue, un paysage constellé de petites fermes. Vu du ciel, a priori, rien ne change dans nos campagnes. Et pourtant, le monde rural est en pleine mutation technologique. Dans cette exploitation laitière, on est passé à l'ère numérique. Donc là, si on regarde l'application, on peut voir que la 2034, par exemple, n'a pas été traite depuis 14h50. Donc il faut aller la chercher pour la faire passer à la traite. Doucement, viens. Tu recules doucement. Voilà 2 ans, Véronique a fait installer un robot de traite.
Fini la corvée matin et soir. À n'importe quelle heure, les vaches peuvent rendre visite à leurs nouveaux compagnons. Un concentré de technologie. Donc la vache rentre. Un capteur identifie la présence d'un animal. Donc on voit que le robot la reconnaît. Avec le laser, il repère la mamelle et ensuite il sait où elle est et il la branche. Statistiques de production laitière, détection des maladies. Le robot donne à l'éleveur une vision nouvelle de son troupeau. Pour Véronique, pas question de faire marche arrière. Les nouvelles technologies permettent quand même d'améliorer le travail quotidien des éleveurs. La robotisation remplace normalement des gestes répétitifs, pénibles. Donc vraiment, ces technologies sont nécessaires pour permettre de continuer d'apprécier ce travail. Dans leur arsenal, les agriculteurs des temps modernes disposent d'outils très technologiques. Est-ce que tu peux déballer le drone, s'il te plaît? Certains d'entre eux ont recours à des engins que l'on dirait tout droit sortis d'un film d'espionnage. Successfully added waypoint. Ce drone est unique en son genre. Les quadricoptères étaient déjà utilisés en agriculture pour l'imagerie. Aujourd'hui, ils peuvent l'être pour le traitement des cultures. Calibration complete. Ce drone agricole va pouvoir emporter 10 kg de charge utile. On ajoute des capsules de trichogramme. Donc le trichogramme, c'est une micro-guêpe inoffensive pour l'homme, mais qui va permettre de lutter contre un ravageur de la culture du maïs, qui est la pyrale. Lucas est un expert en pilotage. Voilà 3 ans qu'il opère au-dessus des champs. Alors le principal danger, c'est les lignes électriques qu'on repère avant sur la parcelle. Le drone expulse des capsules tous les 10 mètres. Il peut traiter 30 hectares en 1 heure. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur une végétation très dense, donc sur une culture de maïs. Et la culture de maïs est difficilement praticable. Donc le drone va survoler la culture sans l'impacter et sans tasser le sol. Chaque année, des centaines de nouveaux agriculteurs font appel au service de Lucas. Dans le sud-ouest, la machine commence à faire partie du paysage. Quand j'ai commencé, je ne pensais pas que j'utiliserais des drones pour réaliser ce type de travaux. Je pense que le drone va se démocratiser et que ce sera un outil complémentaire pour les agriculteurs. Les fermes de Midi-Pyrénées sont à la pointe de l'innovation. Dans la banlieue toulousaine, de jeunes ingénieurs forment les ouvriers agricoles de demain. Donc là, tu vois, par rapport à un demi-tour classique, on gagne pas mal de temps. Puis c'est intéressant quand on est en serre, parce qu'il ne peut pas trop faire des phases de recul comme ça. Quand il est proche du bord de la serre, ça va lui éviter de faire une marche arrière du coup, dans la serre. Ouais, il va aller à celui-là. Ose est un robot autonome destiné aux maraîchers. Yann Segolène, ses créateurs, effectuent des tests en vue d'améliorer son fonctionnement. Ose, c'est vraiment un compagnon de tous les jours parce que voilà, on sait que le désherbage, c'est une tâche qui est un petit peu compliquée, où on est à 4 pattes dans la culture en train d'enlever les mauvaises herbes, et c'est vraiment là où Ose va nous accompagner tous les jours. Ose devra se débrouiller tout seul. Alors il est mis à rude épreuve. Il va suivre le tracé qu'on lui donne à l'intérieur du rang, donc il reconnaît le rang, il le suit. Et si je viens ici modifier sa trajectoire, il va se replacer dans le rang tout seul. Voilà. Donc là aussi, hop, il a rencontré une grosse motte de terre, un caillou, et on voit qu'il vient se replacer dans le tracé. Nayo Technologies est une entreprise en plein boom. Robot enjambeur viticole, désherbeur. Ce qui est bien, c'est qu'il régule bien sa vitesse en mode autonome en montée et en descente. La start-up toulousaine exporte des machines toujours plus innovantes dans le monde entier. On a été quelque part précurseur de cette robotique agricole. On a effectivement cette vision-là, on dit c'est aujourd'hui on fait un premier pas pour ce qui sera demain finalement la norme. Dans les années à venir, l'agriculture aura un autre visage. Dans les fermes du sud-ouest, on en a déjà un avant-goût.
Bonjour à tous. Là, je suis au bord de la Baïse. On va aller faire du canoë avec Ismaël. Enfin, quand il arrivera, parce qu'il se fait attendre. Ça, les stars. Salut Marion. Ah, salut Ismaël. Ça va? Ravi de te rencontrer. Ben, moi de même, je suis super contente de faire ta connaissance. Je m'excuse pour mon retard, hein, j'ai vu ta petite story sur les réseaux là. J'ai fait de mon mieux. Mais les routes du Gers, ça serpente de partout. C'est aussi parce que tu es en train d'admirer la vue, non? T'es là, wow, c'est beau, non? Ouais, franchement, là j'ai l'impression d'aller de petite carte postale en petite carte postale depuis que je suis arrivée ici. C'est assez magique. Et je t'ai connu par les réseaux et via ta chaîne YouTube, moi. J'essaie de partager un peu tout ce que j'apprends, de le vulgariser pour le rendre accessible au plus grand nombre. Donc, moi, en ce moment, ce qui me passionne, c'est le monde agricole, parce que je suis nouvelle là-dedans, ça fait 10 ans que je suis devenue maraîchère. Et oui, tu es maraîchère en hydroponie. C'est une technique assez novatrice où tu utilises l'eau et les bactéries pour faire pousser des légumes, des plantes et des fruits, c'est ça? Exactement, les plantes, elles poussent dans l'eau. Et là, en pleine saison, il y a énormément de production. Ouais. Et j'espère pouvoir te montrer ça tout à l'heure. Ouais, carrément. Mais là, je vais t'avouer que c'est ma demi-journée de pause. Ouais. Et donc, du coup, j'avais plutôt prévu de faire quelque chose de ressourçant. Et généralement, ce que je fais, en fait, c'est aller faire un peu de kayak sur l'eau. Alors, on reste dans le monde aquatique, puis comme ça te permet de voir le Gers d'un autre point de vue. C'est la première, depuis le début de mon voyage, Marion, qui me fait commencer une visite par ce qu'elle fait pendant ses jours de congé. Il n'y a pas que le travail dans la vie, tu sais. Je pense que le plaisir, c'est aussi important. Et tu sais, on entend toujours que les agriculteurs n'ont pas de jours de congé, n'ont pas de jours de vacances. C'était pas la vie que tu voulais mener, toi, même en te lançant dans une activité comme celle-ci? Alors déjà, je pensais pas que j'allais devenir agricultrice quand je me suis lancée là-dedans. C'est vraiment venu petit à petit. Je pensais pas que ça me plairait autant. Tu vois, tout ça pour moi, c'est une découverte aussi. Il y a plein de façons d'être agriculteur. Et il y en a qui sont très heureux, très épanouis dans leur travail. Et il y en a qui arrivent à prendre des jours de congé. Nous, ça fait 9 ans qu'on fait ça. Les premières années, c'est sûr que c'était plus intense. Mais là, ça y est, on est lancé, on a trouvé un bel équilibre. Regarde, il y a même des lianes sur le côté, là. Oh! C'est vraiment sauvage, hein? C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. Le Gers me rappelle vraiment cette chanson. Et apparemment, elle a été écrite dans le Lot-et-Garonne. Pas loin d'ici. Mais non! Si. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'hydroponie? En fait, on a découvert ça quand on était en Argentine avec mon mari. On habitait dans un appartement, donc on n'avait pas de jardin. Donc on a commencé l'hydroponie pour pouvoir faire de l'agriculture urbaine, faire pousser des plantes avec de l'eau, donc au lieu de la terre. Quand on a déménagé en France pour monter un projet à nous, je ne pensais pas que j'allais devenir agricultrice. Je m'étais dit, on va développer des petits systèmes hydroponiques pour des particuliers qui veulent faire comme nous, pousser des plantes sur leur balcon. D'accord, ça c'était ton projet d'entreprise. Ça, c'était le projet lors du déménagement en 2013. Et donc à un moment, on s'est retrouvés à faire notre petite ferme pilote dans le Gers et on s'est rendu compte qu'en fait, on adorait faire ça. Et on a dit, bon, en fait, changement de plan, on va plus s'installer en ville, on reste ici. Et on devient agriculteur. Alors, quand tu as fait 5 ans d'études, tout le monde te regarde comme un extraterrestre. Mais en fait, l'important, c'est d'avoir trouvé quelque chose qui nous plaît aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que je ferai encore ça dans 20 ans, mais aujourd'hui, c'est fabuleux. C'est un régal hein, d'être sur cette rivière. Oui, c'est apaisant. Il y a quelque chose qui s'est posé, le rythme est devenu beaucoup plus calme. Vraiment, c'est un super moment. C'est plein de vie. Tu t'es créé un univers, une espèce de royaume qui te ressemble bien, je trouve. Il y a de l'eau partout, c'est très nature, c'est super ici. Et voilà les cerfs donc. Oui, bienvenue. Incroyable. Ah, voilà, c'est magnifique. J'ai pas l'impression d'être dans une serre agricole, j'ai l'impression d'être dans un grand jardin. Pour moi aussi, la production, ça doit pas être quelque chose de trop strict. Tu te donnes la vie, donc tu as un côté création, tu vois. T'es pas juste dans la production, tu sèmes, tu les vois pousser, tu en prends soin, et ensuite, tu apportes toute cette vie et toutes ces saveurs à quelqu'un d'autre qui va... Ouais. Et donc tu vas apporter du bonheur à quelqu'un d'autre, donc tu partages. Mais tu vois, pareil, t'as vu les papillons, mais là ? oui, il y a des papillons partout. J'ai l'impression que tu reconstitues la nature d'une certaine manière, tu vois. On amène un écosystème. Tu vois, ici, c'était une grande dalle d'argile, il n'y avait rien, et maintenant, il y a plein d'insectes qui arrivent. Comme quoi, un endroit totalement mort, tu peux le rendre vivant. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'eau. On n'est pas sur une eau morte, on est sur une eau vivante, qui est pleine d'un monde qu'on ne peut pas voir, nous, à l'œil nu. C'est les bactéries.
micro-organismes, champignons et tout. Mais c'est grâce à elles que les plantes elles peuvent se nourrir et donc nous nourrir. Allez, on va les mettre dans l'eau. Ah oui, il y a de l'eau dans le tuyau là. Exactement. Il y a un réservoir qui est enterré pour qu'elle reste bien fraîche, qui amène l'eau dans ces petits tuyaux. Elle remplit la gouttière, juste un petit peu, tu vois, ça ne va pas jusqu'en haut, c'est quelques centimètres. Et ensuite, par gravité, tout simplement, il y a un trop-plein, donc c'est un autre tuyau, qui va le ramener dans le réservoir. Donc en fait, la seule eau que tu dépenses, c'est l'eau que tes plantes, elles consomment. Sur toute la ferme, on consomme 200 mètres cubes par an, donc ça fait près de 300 € par an sur toute la ferme. Ça du tout. Là, tu en as pour 300 € d'eau par an? Ouais. En fait, c'est ça le gros avantage de l'hydroponie, c'est qu'on économise 90% d'eau par rapport à une culture équivalente en pleine terre. C'est une des solutions pour continuer à produire malgré le manque d'eau. Tu vois, c'est vite fait. Ouais, effectivement. Parce qu'après, on s'en occupe plus. Hein. Le prochain geste qu'on a, c'est la récolte. J'ai juste envie de te dire bravo, moi. Merci. Non, c'est vrai. Venez faire de l'agriculture. Inventez votre propre agriculture. Il y a tout à inventer en vrai. C'est génial. Faut pas se déprimer, il faut mettre les mains dedans, y aller. Donc là, on va aller faire une petite récolte parce que j'ai Marc. Chef cuisinier. Oui, c'est un des restaurateurs avec qui on travaille. Et il m'a demandé des tomates cerises de toutes les couleurs. D'accord. Tu veux que je sorte un coupe-coupe pour enlever tous ces arbres qui gênent? Non, les pauvres petits. Hop, un gourmand, voilà. C'est une tomate miel du Mexique. Voilà, ça fait voyager un peu. C'est pas mal. Parce que c'est bon. T'as vu? Elle a énormément de goût. Trop bon. Allez, désolé Marc, il ne reste plus rien. Lorsqu'on circule entre les champs, impossible de les rater. Ensileuses, moissonneuses-batteuses, tracteurs, les engins agricoles font partie du paysage. Et certains ont le pouvoir de nous faire voyager dans le temps. Je fais quelques réglages parce qu'il y a longtemps qu'il n'a pas tourné. C'est un tracteur John Deere, le type A, de 1947, essence pétrole. Redémarrer un tracteur comme ça, c'est le bruit, c'est l'odeur, c'est la fumée, c'est le cambouis, c'est que du plaisir, ça me donne la chair de poule même. Les vieilles mécaniques, c'est la passion de Benoît. Les rouages de collection n'ont plus aucun secret pour lui. J'essaye d'ajuster mon réglage. Vu le temps qu'il a été arrêté, 45 ans, je trouve que c'est pas mal. Benoît est le conservateur d'un musée unique en son genre. Plus de 350 tracteurs et machines agricoles retracent la riche histoire de la mécanisation de nos campagnes. On a des tracteurs des années 20, des années 30, des années 50, comme le Porsche ici. Une incroyable collection entamée pour des raisons sentimentales. Bon, voilà, c'est celui-ci, le tracteur de mon grand-père. En fait, très petit, je l'ai vu partir de l'exploitation de mes grands-parents. Et à mes 14 ans, je l'ai retrouvé et je l'ai racheté. Et suite à ça, j'ai continué à préserver tout ce patrimoine. Aux quatre coins du pays, cachées au fond des granges, ces pièces de collection prenaient la poussière. Aujourd'hui, elles retrouvent la flamme. Car Benoît se fait un point d'honneur à leur redonner vie. Particulier de la technique, on balance le moteur de gauche à droite. Beaucoup d'accidents sur ce type de tracteur à l'époque. Et il fallait être très costaud à l'époque. Aïe! Mise en route! Alors le moteur démarre dans les deux sens, aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. On est bon! C'est
Impressionnant ces mécaniques, hein. Indestructibles. Nos anciens ont travaillé dur sur ce genre de tracteur, ils ont transpiré, ils ont sué, ils travaillaient à l'époque 12 à 15 heures par jour et d'ailleurs ils ne se plaignaient jamais. Donc c'est important de sauvegarder cette mémoire. Si Benoît veut préserver ses engins agricoles, c'est parti! Allez, c'est parti! D'autres ont choisi de les détourner. Et ils en prennent nettement moins soin. Depuis une dizaine d'années, dans les campagnes du Sud-Ouest, le tracteur tondeuse de vitesse est une discipline en pleine croissance. Des courses folles, en pleine poussière, au cours desquelles les pilotes peuvent atteindre 80 km/h. Mais pour en arriver à ce niveau, il faut être un as en mécanique. Ne pas oublier de passer la courroie avec la poulie d'embrayage. C'est un tracteur basique, entre parenthèses, une base normale, sauf qu'on a modifié la poulie de moteur. Elle fait un diamètre comme à l'intérieur et on a mis une poulie plus grande. Mais du coup, le moteur entraîne beaucoup plus vite la boîte. Et comme ça, on peut atteindre des vitesses jusqu'à 80-90 km/h sur les plus rapides. Parfait. Sandy est mécanicien en motoculture dans le Lot. Mais lorsqu'il a fini de travailler pour ses clients, il passe des heures à améliorer son bolide. Un travail essentiel pour être performant sur la piste. Petit à petit, on voit les faiblesses du tracteur et on renforce où est-ce qu'il y a des faiblesses. Quand on prenait des chocs frontales, que ce soit contre les concurrents ou contre les bottes de paille. Et on s'améliore chaque année, on améliore des choses pour aller de plus en plus vite. Mais pour valider les améliorations, il faut les tester en piste. Chaque semaine, Sandy retrouve d'autres passionnés pour des courses d'entraînement. Sur ces machines conçues à l'origine pour rouler à 10 km/h, piloter à pleine vitesse est un véritable défi. C'est très physique parce qu'on n'a vraiment pas d'amortisseur. On se fait secouer, on tient le volant tout ce qu'on peut, ça part en travers, on redresse. Il y a de la poussière, on ne voit pas bien, et tout ça pendant 15 minutes. Au début, on disait qu'on faisait ça pour faire des courses entre nous. La première année, on s'est un petit peu entre nous chauffé un petit peu sur le circuit. Donc la fois d'après, on a un peu plus préparé. Et puis aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on prépare de plus en plus. On ne peut pas comparer ça avec des grands prix, mais franchement, 15 minutes sur un tracteur tondeuse à 60-80 km/h dans un champ, ça secoue. Donc là, on va au Florida. Les restaurants, rencontrer Marc, lui livrer les légumes. Ouais. Bon, moi, je sais toujours ce que je leur livre, mais je sais jamais ce qu'ils font avec. Salut Marc. Comment vas-tu? Bonjour. Ça va et toi? Bien. Oh, peut-être ça c'est joli. Avec ça, on va faire une petite panna cotta de courgettes. Et puis on va faire confire les échalotes, les oignons rouges et tout ça. Tu nous donnes faim. Ouais. Et puis voilà. Ça fait rêver là, Marc. Ça y est les enfants, c'est prêt. Ah. On va faire le dressage, vous allez voir. Superbe. Ouh là 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 là. C'est beau. Est-ce que tu as déjà en tête le tableau que tu veux faire ou est-ce que tu l'inventes sur la route? Des fois, c'est l'improvisation aussi. Hein. Mais bon, on a quand même une idée générale. Du micro-chou rouge. Il y a énormément de variétés différentes du coup dedans. Et c'est justement ça qui donne après toutes les saveurs. T'as pas deux bouchées pareilles. Joli œillet. Donc ce sont des fleurs comestibles. Il y a beaucoup de fleurs qui se mangent en fait. Et ça, les gens, ils l'ignorent.
y a souvent qui me disent « Mais ça, j'en ai dans mon jardin, je peux le manger ?» Oui. Et il ne restera plus qu'à déguster. Magnifique, Wow. bravo. Bravo, chef. Voilà. C'est tout simple. Ouais. Écoute, bien sûr. Qu'est-ce que ça te fait à toi quand tu vois tes légumes cuisinés comme ça dans une petite œuvre d'art culinaire? C'est magnifique, c'est hyper gratifiant. Moi, c'est mon deuxième salaire. Je vends mes légumes et après ça, je vois les gens qui font des œuvres d'art avec et je me dis, on fait vraiment partie d'une équipe, c'est ça qui est hyper agréable. On travaille vraiment ensemble pour faire plaisir aux gens. C'est fabuleux. Il y a une finesse là-dedans. Mon jardin de printemps, où tu as une explosion de goût. C'est comme une espèce de yaourt à la courgette. Ah, c'est ultra bon. Mais salé. Les tomates, elles apportent justement une note sucrée qui vient contrecarrer tout ça. Et là, moi, j'ai l'impression de manger un bonbon, quoi. Un bonbon, des fois, c'est ça, c'est très Ouais. sucré au départ. Et puis, ces fraises de Tagada, là, qui te claquent et qui te prennent ici l'acidité, ben là, tu vas la trouver avec l'échalote qui a été vinaigrée. Et tu contrastes avec le sucré de la tomate. Incroyable. Je pense que c'est le plat que tu fais manger à tes enfants pour leur faire aimer les légumes s'ils sont réfractaires. C'est clair. Je vous remercie tous les deux parce que c'est très généreux, je trouve, de partager tout ça. J'ai l'impression que vous avez un peu la même démarche, tous les deux, tu vois. Marion parce qu'elle produit et toi par ta cuisine, qui est une démarche de faire vivre un terroir avec des bonnes choses et en même temps en s'adaptant aux conditions d'aujourd'hui. C'est très contemporain. Enfin, voilà, la société, ce qui s'y passe, se raconte dans cette assiette, je trouve. Voilà. C'est comme ça qu'on reçoit dans le Gers. On nourrit les gens avec plein de soleil. Mais voilà. Bon les amis, pour finir ce très beau voyage, je voulais vous offrir un dernier paysage champêtre magnifique. Je suis toujours dans le Gers et rendez-vous compte, entre l'élevage de chèvres Angora dans les Pyrénées, l'élevage de Céline et ici, il n'y a qu'1 heure et demie de route. Et ce qui m'a profondément marqué pendant ce voyage, c'est la diversité des décors naturels que j'ai croisés sur mon chemin. J'ai ressenti peut-être plus qu'ailleurs, au fond de moi, à quel point les agriculteurs et les paysans sont vraiment ceux qui façonnent les paysages magnifiques de notre pays. Ce qui m'a profondément impressionné avec les femmes et les hommes que j'ai croisés sur mon chemin, c'est qu'on parle souvent et à raison des difficultés que rencontrent les agriculteurs, mais il y a aussi un grand dynamisme dans ces campagnes. Ceux qui m'ont accueilli sont tous en quête de solutions et d'adaptation pour faire face aux grands enjeux de notre époque. Leur point commun à tous, c'est leur volonté de prendre soin des autres et de prendre soin de leur environnement proche. Et cet engagement sincère m'a profondément touché. Allez les amis, si l'ambiance des fermes d'Occitanie vous manque, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très vite sur les réseaux sociaux et pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt!